Bonjour à toutes, bonjour à tous. Saint-Étienne a rendez-vous avec ses supporters ce samedi 8 février pour affronter le Stade Rennais. Et puis pour votre traditionnel avant-match, aujourd'hui je suis en excellente compagnie avec notamment votre cow-boy favori. Joss, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Colin, salut Romain, et salut à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Ça va, réveil difficile après un mercato un peu décevant, mais on va se remettre à l'ouvrage. Puis avec Romain évidemment. Romain, comment tu vas aujourd'hui après ce mercato? T'es confiant pour la suite? Bah, écoute, je suis content que le mercato soit terminé déjà, et puis je suis content de. D'habitude, j'ai une autre fraude avec Sylvain, là aujourd'hui, c'en est une autre. Je suis avec Joss, et c'est une première tous les deux, donc je suis content, c'est cool. Ouais, moi C'est aussi, ça, je suis très content, hein. comme vous le disiez, un mercato qui s'est terminé, un mercato plutôt rythmé, mais très peu prolifique, on pourrait dire, du côté de la SS. Alors, s'il fallait évidemment dresser ce bilan, Romain, qu'est-ce que tu retiens de ce mercato au niveau des départs, des arrivées? On va déjà faire un bilan qui est factuel, avec plus d'arrivées que de départs, parce qu'en termes de départ, de départ, si on a Yanis Léry qui a pris la direction de l'Espagne, on comptait plus dessus, c'était un joueur qui était en réserve et encore que. Thomas Monconduit qui a fait ses valises pour Amiens, un club qu'il connaît bien, juste avant la fin du mercato. Mathieu Cafaro qui s'est envolé du côté du Paris FC. Alors c'est deux joueurs qui étaient en fin de contrat en juin, donc on a trouvé un accord avec eux pour libérer un petit peu de masse salariale, et c'est deux joueurs sur lesquels on ne comptait plus, donc qui ont trouvé preneur. Et ensuite, on a prêté Djibril Othman en D2 belge et Ayman Aiki à Bastia. Donc ça, c'est plutôt des bonnes choses à mon sens, parce qu'on a on a évacué un petit peu en termes de nombre, parce qu'on empilait les joueurs, et notamment des jeunes qui peuvent aller prendre du temps de jeu en prêt. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on avance. On l'a vu l'été dernier, et ça c'est très bien à mon sens. Et puis garder des gars comme Thomas Monconduit et Mathieu Cafaro, s'ils rentrent pas dans ton plan de jeu, autant qu'ils aillent à jouer ailleurs. Voilà. Et côté arrivée, pour être très factuel, on a eu deux arrivées, donc deux prêts avec option d'achat. Irving Cardona, qui arrive en provenance d'Augsbourg, même s'il était prêté à l'Espagnol Barcelone, et Maxime Bernauer, qui lui est prêté par le Dynamo de Zagreb, tous deux avec option d'achat. Voilà pour le côté factuel. Je te donnerai mon avis ensuite. Bien sûr, c'est vrai qu'on a une multitude d'échecs durant ce mercato avec des dossiers qui ne sont pas concrétisés, qui ont été tués dans l'œuf pour la plupart. On rappellera aussi un contexte un peu particulier du côté de la SS avec, comme tu disais, un effectif avec beaucoup de joueurs et puis un marché plutôt déréglé ces derniers temps. Joss, pour avoir ton avis, t'es déçu? Est-ce que tu crains quelque chose pour le maintien avec un mercato jugé faible par la majorité des supporters? Alors, je fais pas partie de ceux qui créent un lien bijectif direct entre 4 ou 5 recrues et le maintien. C'est-à-dire que je pense toujours qu'on va se maintenir, même avec ce mercato-là. Après, je suis déçu, euh, parce que je m'attendais un peu à autre chose, je m'attendais un peu mieux. Et je m'attendais surtout à des renforcements sur les postes de latéraux. Moi, je suis un peu focus là-dessus. À tort ou à raison, la saison nous le dira, mais je pense que c'est quand même un de nos gros points faibles. Donc déçu du peu de renfort. On attendait aussi un peu la nouvelle direction sur sa capacité à montrer un peu les muscles. Il les montre timidement. Après, peut-être que c'est la bonne approche aussi, hein. Moi, à contrario, j'aurais pas forcément été fan d'un mercato type Rennes où comme au Scrabble, tu changes toutes tes lettres et tu passes un tour. Euh, donc, je suis un peu moins, enfin, je suis pas au bord du suicide comme j'en ai vu certains, mais je m'attendais quand même à mieux. Après, si je dois retenir un truc de positif de ce mercato, c'est que, alors je reviens sur mes postes de latéraux, je trouve que ce qui s'est passé avec les deux Serbes est plutôt un bon signal. C'est-à-dire que ça veut dire que la cible a été remontée sur ce niveau-là de joueur. Mm.
Après, il faut faire le constat qu'on n'est juste pas prêt. Voilà, on n'est pas encore prêt pour attirer ces mecs-là. Preuve, c'est qu'on n'y est pas arrivé. Mais ça préfigure un petit peu, je pense, de ce que l'actionnaire veut faire. Alors après, beaucoup disent oui, mais c'est pas très réaliste parce que du coup, on les a pas fait et peut-être qu'on va descendre en Ligue 2. Oui, peut-être. Il n'empêche que moi, j'ai toujours préféré des gens qui ont une stratégie. Alors après, elle est payante ou elle est pas payante, c'est un autre sujet. Plutôt que d'agir sur des coups de tête comme on a fait beaucoup ces dernières années, un peu dans la panique, un peu dans l'urgence. On a des actionnaires qui visiblement sont moins inquiets que le reste du peuple vert sur le maintien. Alors, moi, je vais leur faire confiance, puis on verra bien. T'évoquais les deux latéraux serbes, donc Mimovic et Nedeljkovic. Romain, de ton côté, quel est ton avis sur la stratégie employée par les dirigeants, justement? Il y a eu plusieurs temps, hein. Il y a eu ce lundi là où il y a eu beaucoup de frustration générée parce que tu te dis, pour moi, j'attendais pas un mercato XXL, mais il y a des carences qui sont évidentes. Joss a parlé des latéraux, tout le monde le voit, il n'y a pas besoin d'être un expert en foot pour le voir. C'est d'autant plus ça se voit d'autant plus, je trouve, avec le jeu prôné par le nouvel entraîneur. Il y a des carences au milieu de terrain en matière de créativité, notamment. Un Louis Mouton, il n'était pas forcément programmé, même pas du tout programmé pour être titulaire en Ligue 1. Et, et j'ai oublié tout à l'heure de citer, mais il y a également Mathis Amougou qui est parti pour 15 millions d'euros. Je leur en veux pas d'avoir signé ce chèque-là à partir du moment où j'en veux à personne parce que sur ce sujet-là, parce que Mathis Amougou lui a proposé un salaire délirant pour 8 années. C'est pas forcément un choix de carrière très bon, mais à 19 ans, demain il se fait les croisés, qu'est-ce qui se passe? J'aurais probablement fait le même choix que lui, je le comprends pleinement. Et la SS, à partir du moment où un joueur veut partir, et que tes paris va le prolonger, et bien, plutôt que te retrouver histoire d'ego, parce qu'ils auraient pu faire ça, et ils ont essayé de les embêter jusqu'au bout, en les faisant un petit peu flipper. Et ben, n'empêche qu'à la fin, tu signes et tu prends tes 15 bars, et basta. Donc en 3 étapes, frustration parce que ce lundi-là, je pense qu'il y avait quand même matière à mieux faire. T'as des moyens. Quand tu regardes dans cette Ligue 1, il y a quand même pas mal de clubs qui sont à l'agonie complet niveau économique. Quand on voit Montpellier qui abandonne quasiment via son président l'ambition de se maintenir. Alors je prends des grosses pincettes parce qu'ils sont loin d'être en Ligue 2, mais ils envoient des signaux à leurs joueurs, à leurs supporters qui sont clairement mauvais. À Reims, c'est pareil. Euh, et nous, avec un tout petit effort en plus, eh ben, on aurait pu s'assurer être un peu plus serein. Là, on n'a pas gommé nos carences, mais pour autant, une fois que la frustration elle est partie, eh bien, si tu regardes factuellement, il y a de la stabilité dans l'effectif, et tu as eu des apports. Cardona, il va t'apporter de la vitesse, des courses croisées dans les espaces. Il y a quelque chose d'un petit peu psychique, moins paranormal avec Cardona à Sainté. J'ai envie de ça retrouver ça. Et en même temps, Bernauer, derrière, il va t'apporter sa polyvalence, parce qu'il pourra dépanner potentiellement à droite. Mais surtout, dans l'axe, il a des pieds, contrairement à Dylan Batubinsika, qui nous a coûté beaucoup de buts cette année, notamment par sa relance. Donc, Juste ajouter ouais. un truc là-dessus, Romain. Mhm. Moi, j'ai quand même une interrogation. Et je suis pas arrivé à répondre à cette question-là. C'est dans quelle mesure ce mercato mesuré, on va l'appeler comme ça, de la part de Kilmer, est un vrai choix en disant ce que tu viens de dire. Mhm. On est en train de construire un truc, il y a de la stabilité, on va pas coller 8 joueurs en plus à Orneland comme Rennes a fait. Ou est-ce que c'est de l'ordre de on n'y est pas arrivé? On voulait, au-delà des deux Serbes, parce qu'on a bien compris qu'on n'y était pas arrivé. Si tu veux, Et pour on moi, sait c'est le pourquoi. principal problème, il réside là, c'est qu'on comprend rien. Ouais, Ah, moi sans j'ai un peu de pack. mal à être sûr de ce qui se passe dans leur tête, en fait. Non, non, mais Euh, après, au bout d'un moment, faut aussi dire les choses. Sur la journée, et on voit sur l'ensemble du mercato, t'es passé de vouloir recruter un Ouma qui est un milieu de terrain plutôt défensif,
d'une vingtaine d'années. Après, tu vas sur un Ayman Kari de Paris qui est en surpoids, tout le monde le sait. A priori, il serait venu jusqu'à Saint-Étienne, ils auraient constaté qu'il était hors de forme. Mais ça, moi, ils avaient qu'à me demander, je le savais. Ouais, c'est surprenant, ça. C'est un secret de polichinelle, j'ai envie de dire. D'ailleurs, Luis Enrique l'a même mis au placard pour cette raison, il l'a dit clairement. Donc il n'y a pas de secret sur le sujet. Et derrière, tu apprends dans les dernières heures du mercato qu'ils veulent faire un Nampalys Mendy qui a joué 3 matchs cette 4, saison du côté de Lens. Et qui a un profil qui est encore complètement différent et qui a 10 ans de plus que les cibles que tu avais précédemment. Et tu passes sur les latéraux de poser quasiment 10 millions d'euros sur un Serbe de 20 piges que personne connaît, mais qui est probablement un très bon prospect. La preuve, il a signé au Fener. Et l'autre est derrière. Après, tu vas sur un prêt qui serait probablement sans option d'achat, sur un autre gars de 19 ans. En fait, c'est le flou qui gêne. Pour moi, c'est simplement ça. Le fait que tu Ouais. te plantes à un mercato, que tu prennes pas les mêmes gars, le bon gars, ou que tu n'arrives pas à le signer, c'est une chose, et j'ai envie de dire, ça arrivera encore, ça arrive à tout le monde. Mais c'est que le plan, pour la première fois, eh ben, j'ai un peu du mal à voir où est-ce qu'ils ont voulu aller. Et c'est plus ça qui m'a gêné. Voilà. Est-ce que tu penses pas, Romain, que derrière tout ça, il y a, enfin, ce qui entretient, ce qui alimente les bruits qui se développent comme les ragots dans un village, c'est justement le fait qu'ils communiquent très peu. Et est-ce que pour toi, c'est quand même encore lié à cette organisation qui est quand même assez bancale, avec quand même beaucoup de monde, dont on imagine tous que ça va s'éclaircir dans le temps, ça. Il y a quelque Et chose, que il y du a coup, un fait il y a qui une s'est espèce passé. Excuse-moi, je te coupe, mais Ouais, vas-y. il y a une histoire qui s'est passée le dernier jour du mercato qui montre assez bien comment ça tourne à Saint-Étienne. Tu as l'agent de Zagré, qui est un arrière latéral qui joue au PSG, qui est complètement barré par Luis Enrique et qui est en équipe de France internationale depuis assez jeune. Il est ce qu'il est, il est plutôt prometteur, et je pense qu'il Ouais, aurait moi je pu. le trouve pas mal, lui. Ouais, je le Voilà, trouve pas mal sur le peu que j'ai vu. plutôt prometteur. Il était proposé à Loïc Perrin, et Loïc Perrin, eh ben, il a répondu à l'agent que bah, il essayait de joindre sa famille, mais qu'il n'avait pas de réponse. Et du coup, c'en est resté là. Ça, c'est une information de Foot Mercato. Voilà. Je trahis pas de confidence. Et c'en est resté là. Et pour moi, ça illustre clairement les manquements de la SS aujourd'hui. D'une part, bah, tu te demandes un petit peu. Alors, Loïc Perrin, il est ce qu'il est, mais aujourd'hui, si c'est pour ne pas du tout prendre en considération bah, sa parole, bah, pourquoi le garder? Ouais, Et absolument. C'est pour pas décrocher le Famille, c'est téléphone. clairement un financier. Donc pour moi, il manque un maillon à cette organisation qui est un vrai directeur sportif, mais Mhm. qui soit écouté par la direction, la nouvelle direction. Voilà, ça pour moi c'est essentiel et ça devrait arriver si on veut, dans les mois à venir, si on veut grandir. Ton Et sentiment, c'est qu'il va se passer ce qui s'est passé avec Orneland, c'est-à-dire on garde Odeo pour la continuité, mais on sait déjà qu'on va mettre quelqu'un d'autre qui est plus dans notre philosophie. Ils vont appliquer un peu le même théorème pour le DS. ouais, mais ça me gêne d'attendre en fait. Ça m'a déjà Ah gêné ouais, avec ouais, c'est Léo et ça me gêne d'attendre parce que les conséquences, ouais, on les connaît. peut-être la Ligue 2, ouais. Et en même temps, si tu prends un petit peu de recul, tu vois que les mecs, ils ont fait deux joueurs avec pré-option d'achat. Ça veut dire que en fin de saison, eh ben, tu auras 6-7 joueurs qui vont être en fin de contrat. Donc là, déjà, ça s'est libéré en masse salariale. Tu vas pouvoir les remplacer par des joueurs que toi, tu as choisis, des jeunes joueurs probablement, avec qui représenteront un actif. Et en même temps, que ce soit Irvine Cardona ou Bernauer, c'est des gars c'est des gars que tu peux arriveras à conserver si jamais tu le souhaites. S'ils font le taf et que tu descends, eh ben tu peux très bien construire avec ces gars-là pour que ça soit tes cadres et que tu continues comme ça. C'est pas des gars top 5 de Ligue 1 que tu vas payer une blinde en salaire et que tu seras absolument incapable de garder si tu descends en Ligue 2, ce que je ne souhaite évidemment pas. Mais ça envoie des signaux qui sont. Ouais, je suis pas complètement rassuré. Et en même temps, j'ai l'impression que dès que c'est Kilmer qui fait quelque chose, on- alors c'est pas, on rend intelligible le discours, mais on interprète comme si tout était Ouais. calculé, tout était calibré. J'ose même pas imaginer si c'était nos oiseaux précédents qui avaient fait ce mercato-là, hein.
c'est clair. Bref. Un mercato compliqué et plutôt opaque, en tout cas dans la compréhension dont on peut en tirer pour Après, cet hiver. Colin, simplement, Vas-y. si je peux conclure, Bien sûr. une fois qu'on a fait ça, maintenant, c'est bon, c'est fermé. Moi, je suis un petit peu comme Joss. Moi, croire qu'on va se sauver à chaque fois grâce au mercato salvateur, Ouais. ça me gonfle. Ça, c'est un truc Puis qui me gonfle. et puis je trouve que Mm. c'est peu satisfaisant intellectuellement en fait, de se Non, dire. Je préférerais qu'on se sauve parce que la bonne décision c'était de mettre un nouveau coach avec un autre projet qui construise et que sur la fin de saison on ait régulièrement des résultats. Ça m'exciterait. mais c'est le cas Mais depuis 2017. Depuis se dire, 2017, depuis Gasset, on a ça tous les hivers. Mm. Alors que ce Ouais, soit c'est pour ça. descendre ou pour Ouais. monter. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que bon, même intellectuellement, se dire que finalement on se sauve simplement cette année parce qu'on a plus de blé que Le Havre, Montpellier. Ouais, en termes sportifs, c'est court quoi. Après, comme C'est tu passé disais, quand Colin, tu te sauves en Ligue 2, hein, tu fais signer des gars qui ont des contrats énormes et qui sont encore là. Voilà, et c'est ce que tu as essayé de faire pour pas descendre en 2022. Voilà. On fait ça chaque hiver, pardon. On répare exactement. Voilà. Mais bon, ça, Et mais maintenant, une fois que c'est passé, bon, ouais, faut passer à autre voilà. chose. Allez, Voilà, passer à autre place au chose. foot, quoi. Et comme disait Colin pour conclure, c'est vrai que ça aurait été un mercato opaque. Mm. Et du coup, on va continuer à marcher un peu sur des œufs. C'est ça. L'œuf d'opaque, quoi. C'est ça. La suite au Voilà, prochain c'est bon. épisode. Oui, non, mais l'œuf d'opaque, c'est en avril, mais on a pris un peu d'avance. Ouais. C'est brillant, c'est brillant. Bien joué. Magnifique. Et puis à contrario de la SS, en tout cas, un Stade Rennais qui de son côté a refait, on va dire, en grande partie son effectif. Et pour parler de la forme donc de nos prochains adversaires aujourd'hui, on a notre expert donc Clément Gavard pour SoFoot dans un nouvel extrait. Je vous laisse écouter ça pour mieux appréhender la rencontre de ce samedi. Salut, donc comment se porte le Stade Rennais avant ce déplacement à Geoffroy Guichard? C'est un peu compliqué à dire parce qu'il se porte, on va dire, un peu mieux que lors des semaines précédentes parce qu'il y a eu cette victoire contre Strasbourg à la dernière minute et que ça a donné une vraie fraîcheur et ça a un peu soulagé aussi tout le monde autour du club avec cette pression d'être en position de barragiste et d'avoir du retard sur les concurrents. Donc on va dire qu'il y a un élan un peu plus positif après cette victoire, mais aussi la conscience que finalement rien n'est encore fait ou gagné pour Rennes et que ce match à Saint-Etienne il est extrêmement important parce qu'il permettrait soit en cas de victoire de prendre sa distance un peu avec les Verts et la position de barragiste, ou en cas de défaite justement replonger dans cette zone un peu dangereuse. Donc voilà, c'est un peu l'état d'esprit, je pense, autour du club avant ce déplacement. Il y a aussi le fait que Rennes n'a encore pas gagné un seul match à l'extérieur en Ligue 1 cette saison, un point sur 27 possibles. Et il y a aussi, c'est aussi le premier match post-mercato, donc il y a un peu l'impression étrange que presque c'est un début de saison parce que Rennes a tellement bougé cet hiver avec un nombre de mouvements records que c'est un peu une nouvelle équipe qui va peut-être se présenter à Saint-Etienne. Alors peut-être pas non plus 100% remanié, mais on va avoir des nouveaux joueurs sûrement, notamment en défense. Il pourrait y avoir une défense quasiment, même totalement recomposée, en tout cas la défense centrale. Donc il y a un peu de curiosité aussi de voir comment vont se comporter ces joueurs-là, que ce soit en défense, au milieu de terrain, offensivement. C'est presque une redécouverte en fait de l'équipe et du club. Et il y a aussi, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir la suite pour Habib Beye, qui a bien débuté son mandat rennais avec cette victoire, mais il n'avait été là que pendant 48 heures. Donc là, après une semaine de travail, on a aussi envie de voir un peu plus la patte Habib Beye, notamment à l'extérieur, voir un peu comment va se comporter l'équipe. Et finalement aussi très curieux du 11 qui sera aligné parce qu'on ne sait pas du tout quelle recrue pourrait être titulaire à Geoffroy Guichard. Donc voilà un peu comment se porte Rennes. C'est un peu mieux, mais c'est pas non plus un Stade Rennais guéri. On a d'ailleurs vu contre Strasbourg qu'il y a eu une victoire, c'est vrai, mais ça aurait pu tourner aussi du côté strasbourgeois sans la maladresse des mégas et sans les arrêts de Samba. Donc c'est une équipe qui est encore un peu fragile, qui est encore un petit peu malade, je pense, mais qui s'est rassurée et qui a besoin de se rassurer pour le.
Et donc un Stade Rennais en pleine reconstruction, comme notre intervenant l'expliquait, puisque pour rappel, on a un Habib Beye qui a donc été nommé au poste d'entraîneur à la place de Sampaoli le 30 janvier dernier, qui a d'ailleurs conduit son équipe à la victoire face à Strasbourg. On reviendra dessus juste après, mais surtout une dizaine de recrues après avoir dégraissé de quelques joueurs. On notera notamment l'arrivée de Seko Fofana qui sera absent pour la rencontre, de Brice Samba, d'Anthony Rouault ou même de Tamari ou Brassier. Alors, tiens Josh, je vais te poser la question. C'est vrai qu'on a une équipe qui est reconstruite quasi à zéro en fait pour se déplacer dans le Forêt ce week-end. Est-ce que tu espères profiter de cette reconstruction pour obtenir un résultat face à Rennes ? Oui, complètement. Moi, j'ai un très bon pote qui est fan du Stade Rennais, Nicolas, que je salue au passage, qui était au stade le week-end dernier. Et en sortant, il m'a dit, bon, c'était à chaud, il me dit, mais bon, vous allez nous battre samedi prochain. Voilà. Depuis, il y a eu tout ce mercato, on en a reparlé un peu, et il est assez inquiet de ce kaléidoscope, en tout cas inquiet à court terme. C'est-à-dire que bon, bien malin qui peut dire aujourd'hui à quelle vitesse cette sauce pourrait prendre, mais quand tu changes autant de joueurs dans un effectif, alors on reste à voir combien ils vont en mettre sur la pelouse, hein, c'est quand même un vrai pari, parce qu'il faut quand même que les automatismes se créent, alors même si je sais qu'on a coutume de dire qu'un bon joueur de foot, ça reste un bon joueur de foot, hein, voilà. Après, moi je suis pas complètement sûr que ce soit tous des très bonnes idées. J'ai été, par exemple, Seko Fofana, moi, je pense que c'était pas forcément une super idée. Alors bon, en plus, il jouera pas. Mais... ça fait un peu mercenaire, en fait. Alors, dans ces cas-là, ça prend ou ça prend pas, quoi. Et je pense que c'est une opportunité pour nous de profiter de ce moment-là. Leur dernier match, il est pas bon. Ils l'ont gagné, mais il est pas bon du tout. Ils méritaient pas de le gagner. Donc, il n'y a pas eu d'effet non plus magique à Habib Beye pour l'instant. Et j'en reviens à ce que Romain disait tout à l'heure. On peut, nous, s'appuyer sur quelques certitudes qui sont nées des 4, 5, 6 derniers matchs. Donc voilà, c'est probablement, en tout cas, si on doit les battre, je pense que c'est le moment de le faire. Il y a quand même des chances que ce soit plus dur dans 4 ou 5 matchs. Romain, Habib Beye a mis fin à une série de 5 défaites consécutives du côté du Stade Rennais, avec, du coup, comme tu le disais, Joss, une victoire 1-0 sur le plus petit des scores face au Stade Rennais, dans une rencontre intense, où il s'impose à la dernière minute sur une frappe sèche de Ludovic Blas. Est-ce que tu penses que c'est possible de gagner l'équipe d'Habib Beye dans le jeu, ou plutôt d'être surpris par ce qu'il va mettre en place, alors qu'il a un peu plus de temps donc pour travailler avec son équipe? Que ce soit possible, évidemment. Vous m'entendez bien ? Ouais. Oui, parfaitement. Parce que j'ai dépassé sur le téléphone. Oui, alors que ce soit possible, évidemment. Je pense, de là à dire qu'on est favori, j'irai pas jusque-là. Mais il y a beaucoup d'inconnus. Après, on sait que dans des périodes de crise, tu gagnes pas ton premier match pour inverser la tendance 3-0. Moi, c'est très rare. Généralement, faut stopper l'hémorragie, donc ça passe par un match nul. Ça passe par une victoire 1-0, un petit peu de raccro entre guillemets, même si j'ai quand même vu beaucoup plus d'intensité du côté rennais la semaine dernière contre Strasbourg que sous Sampaoli. Après, oui, ça va manquer d'automatisme, mais j'aurais préféré les jouer il y a 2 semaines, moi perso. Mais bon, après, c'est comme ça. Oui. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'il est. Après, là où j'ai pas tellement envie de me concentrer sur Rennes, parce que Rennes, on sait pas tellement on sait pas à quoi s'attendre. Donc, je vais pas m'aventurer là-dedans. Une chose est sûre, c'est qu'ils vont vouloir gagner leur premier match à l'extérieur de la saison, parce que c'est quand même les seuls qui font pire que nous en Ligue 1. Voilà. Donc maintenant, c'est une équipe que tu dois gagner. Là où je vais être vigilant, on en parlait un petit peu en off avec Joss, c'est sur l'aspect tactique. Parce que on voit que face à des équipes qui ont des qualités techniques, on a été observé, hein, c'est évident maintenant, quand on essaye d'enfermer sur un côté, on voit très bien que quand il y a de la qualité en face, ça bascule et on est en délicatesse très très rapidement. Donc à partir de là, je vais voir ce que ça peut donner face à eux.
C'est ça, une rencontre un peu surprise au final pour l'ASS en pleine découverte. Est-ce que les Verts sont capables de faire mal à cette équipe-là pour des Verts qui reviennent justement, pour revenir sur la dernière prestation de Saint-Etienne, qui reviennent d'une claque face aux Dogs à l'extérieur. Saint-Etienne s'est incliné 4 buts à 1. Alors, on était un petit peu sur du positif, on va dire, avant d'affronter Lille. On revenait d'un nul à l'extérieur, mais les Verts n'ont pas été capables d'enchaîner hors de leur base. On mène une première fois sur un penalty grâce à Zurico Davitashvili, mais l'exclusion de Dylan Batubinsika n'a pas aidé les Stéphanois à maintenir le score, puisque à 10 contre 11, Saint-Etienne en encaisse au total 4. Joss, est-ce que tu es inquiet de la prestation? Est-ce que tu la mettrais en parenthèse alors que l'équipe est en net progrès, le fait qu'il soit à 10 contre 11? Qu'est-ce que tu tires comme bilan de cette rencontre? Non, je le mets pas du tout en parenthèse parce qu'elle fait partie du chemin. Après, elle nous a appris qu'il y a des choses qui effectivement commencent à se structurer. Ça, c'est plutôt la première mi-temps. Avec, j'y reviendrai après, des enseignements aussi sur ce que Ordeland est capable de faire ou de ne pas faire par rapport à sa philosophie. Elle nous apprend aussi qu'il y a des fragilités qui sont pas résolues. C'est-à-dire que l'équipe, elle éclate encore quand il y a un vent contraire, quand il y a un truc qui se passe pas bien, elle est capable de complètement se déliter. Et ça, c'était déjà le cas sous Déo, ça c'est pas réglé. Donc il y a des fragilités qui sont toujours là. Le chemin est encore très long à ce niveau-là. Il y a des lacunes individuelles, on en a parlé au début, qui sont là et qui, à mon avis, vont être là jusqu'au bout. Et après, il y a la consolidation des choses intéressantes qu'on avait vues avec, moi, ce que j'ai aimé à Lille, je pense que c'est à ça que Romain faisait allusion, en tout cas là où vous voulez en venir. Moi, j'attendais un peu de savoir si Orneland faisait partie un peu de ces nouveaux génies du foot, très arrêtés sur un projet de jeu quitte à ne jamais en changer parce qu'il considère que c'est comme ça qu'il faut faire tout le temps. À Lille, on a vu quand même qu'il a mis un peu d'eau dans son aquavite, comme je disais dans ma dernière chronique, à savoir qu'il a accepté d'avoir moins le ballon, il a accepté d'avoir un bloc un peu moins haut. Alors bon, il y a aussi des gens qui pensent qu'il l'a fait parce qu'il a été contraint de le faire et que c'est plutôt Lille qui nous l'a imposé. Ça, il peut y avoir débat. Moi, j'ai quand même vu effectivement que ça joue. Le bloc était positionné moins haut dès le début du match, donc c'est pas forcément, il y a forcément quelque chose de l'ordre de la préparation là-dedans. Et qu'il est capable, sans renier ce qu'il veut faire en termes de foot, agressivité, intensité, densité, il est capable de recalibrer son approche en fonction des forces de l'adversaire. C'est ça. Et ça, je trouve que c'est intéressant, parce que moi, j'aime les mecs qui ont un projet de jeu, mais qui sont quand même capables d'être un peu souples. Sans aller. Alors moi, par contre, à l'inverse, si j'avais vu en Hollande qui avait dit ouais, attention, c'est Lille, donc on change complètement, c'est tout le monde derrière, des sacoches devant. Là, pour le coup, ça m'aurait déçu. Donc, j'en tire plutôt du positif sur cet aspect-là. Après, le négatif, c'est comme je disais, c'est que il y a pas mal de plaies qui sont pas soignées. Voilà. Et il faut être réaliste, hein, il va pas les soigner en si peu de temps, et surtout pas avec des lacunes persistantes chez certains joueurs. Romain, quel bilan tu tires cette rencontre? T'es plutôt positif? Qu'est-ce que tu retiens? Pas grand chose de plus que ce qu'elle a dit Joss, donc je vais pas m'éterniser sur le sujet. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que ce film, on l'a déjà vu 15 fois. Et t'as toujours le même sentiment, en fait, c'est de la frustration parce que t'es sur une première mi-temps, tu dois le tuer le match. Si tu mets le 2-0, c'est fini. Alors j'en ai vu beaucoup tomber sur Mouton. Les gars, faut savoir d'où il vient, Mouton. C'est déjà assez beau qu'il soit là. Il se projette beaucoup. Elle arrive sur son mauvais pied, elle rebondit juste avant. Oui, voilà. Mais ouais, puis il n'est pas si facile à mettre que ça, le but, hein, quand même. Non, clairement. Ouais. Il y en a d'autres qui sont peut-être un peu passés à la trappe, mais Stassin, il en rate une. Zurico, il rate un duel. Voilà. Là, tu avais clairement aussi d'autres occasions. Donc, je ne vais pas l'allumer lui en particulier. Ils se sont pas mal démenés. Après, par contre, on a très bien vu que dès qu'on fait rentrer un Younis Abdelhamid sur le terrain, tu peux pas défendre à 60 mètres de ta cage avec ce joueur-là, je suis désolé. On l'a encore vu. Et j'ai pas envie que ça devienne la tête de Turc, même si ça l'est déjà. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas possible. Il est dans toutes les mésaventures.
Donc c'est pas le seul coupable, mais au bout d'un moment stop quoi. Et ce qui me fait très peur, je t'ai charrié Joss hier je crois, c'est que Maxime Bernauer, il est arrivé, il était pas bien en forme, et j'étais persuadé qu'il allait jouer, sauf que je l'ai pas vu une seule fois à l'entraînement collectif de la semaine moi. Ah, voilà. Donc ma question n'était pas complètement débile quand même. Non, comme quoi ça t'arrive. Donc mais du coup ça veut dire que Dylan Batubinsika étant suspendu, pardon. Et bien, si on commence la rencontre avec un Younis Abdelhamid, là, pour moi, c'est pas la même limonade, pardon. C'est ça comme. Ouais, et d'ailleurs, à ce sujet-là, moi, je me suis posé une question pendant le match, c'est-à-dire qu'il a fait un choix en Hollande, c'est-à-dire de faire un peu du poste pour poste, alors avec deux gauchers, du coup, mais je sais pas, moi, je me suis posé la question de si on considère que ça ne marchera plus avec Abdelhamid, et c'est mon cas, c'est trop tard. Est-ce que une option d'utiliser un de nos deux latéraux dans l'axe, sachant qu'au poste de latéraux, c'est juste. Ça, tu aurais pu le faire face à LOSC. Ça, oui. Comment LOSC, oui, mais je rappelle quand même qu'on a un Anthony Briançon qui est sur le banc. Alors, il est ce qu'il est. Hein. Il était même pas sur le banc, il était hors du groupe. On a dit qu'il était malade, c'est pas vrai. C'était juste, c'était la fin du mercato. Mais se passer d'un joueur comme ça pour faire jouer Abdelhamid, faut quand même se rappeler qu'il y a une semaine, Hollande a déclaré qu'il le voyait plus comme un futur entraîneur. Hein. Ouais, alors justement, comment t'interprètes ça? C'est-à-dire que visiblement, il compte pas sur lui. Enfin, je veux dire, pour lui, il est comme nous, il a un peu tourné la page et il va quand même prendre ce risque-là à un partout. À Lille, alors je sais pas, après c'est toujours facile de refaire l'histoire après qu'elle ait eu lieu, mais je sais pas, je pense qu'on aura peut-être pris moins de risques. Je pense, et que parce que ça reste un papa, et qu'à partir de là, il suit la logique. Mais au bout d'un moment, voilà. S'il est dans le groupe, il faut qu'il joue, quoi. Voilà. Si un défenseur central, il y en a un seul sur le banc, c'est un des cadres en tout cas, des plus gros salaires, des plus anciens. Et il y en a un et le défenseur central, il se fait suspendre, il se prend un rouge, il le fait rentrer comme ça, la suite logique, quoi, pour pas le perdre. Ouais, probable. Mais alors, puisqu'on parle de l'approche du prochain match, là, t'es plus à chaud sur un match, une décision à prendre en 30 secondes. Si jamais Bernauer n'est vraiment pas dispo, est-ce que c'est pas une option? Je veux dire, voilà, moi je pose juste ça sur la table, c'est de se dire de peut-être d'utiliser un Masson en latéral et d'utiliser un des deux actuels latéraux dont on dit tous que c'est juste au poste de latéral dans l'axe, poste auquel ils ont déjà joué. Voilà. Oui, mais c'est une des options par défaut. Mais je vais être curieux de regarder ça. C'est autant sur le reste de l'équipe, on a vu que Cardona est sorti à la mi-temps, c'était rien de grave, et qu'il s'est entraîné toute la semaine. Mais donc il n'y a pas forcément de débat ou de. Oh, tu sais qu'il y a une concurrence entre Cardona ou Boaquier, qui ont tous les deux des qualités différentes. Mais le suspense, entre guillemets, le doute qu'il y a, ce qui va être intéressant de regarder, ça sera en défense centrale, évidemment. Tu retenterais Briançon quand même titulaire, ou en tout cas dans le groupe ce week-end, Romain? Écoute, Briançon, honnêtement, j'ai pas mal changé d'avis sur lui alors qu'il joue plus. Mais c'est pas un joueur que j'appréciais tout particulièrement. Je trouve qu'il en faisait des caisses en Ligue 2. Mais pour autant, ça reste ton capitaine quand t'es monté. Et je trouve qu'on lui a un petit peu manqué de respect. On lui a fait savoir très tardivement qu'il devait trouver une porte de sortie. Il a pas fait une minute. Il a été un petit peu dans le groupe. Alors on a maquillé ça, son blessé, comme quoi il était blessé à plusieurs reprises. Quand je vois ce qu'on donne défensivement sur un mec qui démérite pas, tu sais très bien à quoi t'attendre avec Anthony Briançon. Je veux dire, il n'y a pas de surprise. Et quand je vois les prestations de Younis Abdelhamid depuis le début de saison, excuse-moi, j'ai envie de dire, alors les places elles vont commencer à être chères parce que même si on a dégraissé, on a l'effectif quand même assez pléthorique. Pour moi, il ne démériterait pas de dépanner de temps en temps, quoi. Et puis c'est un mec, tu sais très bien qu'il va y aller, quoi, avec toutes les limites qu'on connaît. Voilà. C'est plus le traitement du joueur qui me gêne un petit peu. Mais bon. Et après, Romain, quelles sont les infos que tu as ou qu'on a sur... c'est peut-être aussi simplement un problème de forme. Enfin, j'ai un problème
Un problème Ouais, de forme, il s'entraîne, hein, il s'entraîne tous les jours depuis des semaines. Les informations que j'ai, c'est que c'est qu'il a pris le temps de soigner son genou parce qu'il a vu qu'il allait pas jouer. Donc il voulait se retaper pour être opérationnel et éventuellement partir cet hiver. Sauf que on a un marché avec des clubs de Ligue 2 qui tirent la langue et qui peuvent pas forcément proposer Ouais, des c'est-à-dire, salaires. Voilà. Et que en plus 2026, hein, Briançon, le fin de contrat. Hein. C'est 2026, lui. Hein. ouais, il y a 1 an et demi encore. Ouais. Mm. Et Anthony Briançon, en plus de ça, il est confronté aussi, à mon avis, sur le fait que tu as 18 clubs de Ligue 1, 18 clubs de Ligue 2 aujourd'hui, et du coup, les places, elles sont chères, quoi. Donc, Et puis ça des préfère... revenus, et puis des revenus en baisse aussi. Hein. Je veux dire, Pardon ? et puis des moyens financiers à la baisse pour les clubs. Oui, après, honnêtement, autant Thomas Monconduit, je pense qu'il avait... je suis très étonné de voir, je pense qu'on a raqué pour le faire partir à 6 mois de son contrat, la fin de son contrat. Il a 33 ans, Monconduit. Briançon, il en a que 30, 31. Je pense qu'il a encore envie de jouer au foot, moi. Donc, mais par contre, c'est que ça se bouscule pas, quoi, parce que les équipes, les clubs, on les connaît. Maintenant, c'est place à la jeunesse, etc. Et je pense qu'il serait Alors, je veux pas parler à sa place, je le connais pas personnellement, mais si tu lui proposes un challenge et revoir son salaire à la baisse, tu peux trouver un accord avec Saint-Etienne. Hein. Voilà, je suis pas. Ouais, mais peut-être que lui, il n'est pas aujourd'hui enclin à accepter un autre projet Ligue 2 sur un contrat de 3 ans à 25 ou 30 000. À ma connaissance, on n'en est pas là parce que, à ma connaissance, encore une fois, avec humilité, il n'y a pas eu d'offre concrète le concernant. Il y a eu des prises de renseignements. Mais le problème de ces gars-là, c'est que tu ne fais jamais jouer. Les gars, c'est comme sur Wedgie, il y en a qui ont pris des renseignements. Alors lui, on a essayé de le faire jouer, il se répète à chaque fois. Ouais. Mais je vais te dire comme Tardieu, qu'est-ce que tu veux faire il joue 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Et je dis pas qu'il faut les faire plus jouer, hein, c'est pas ça. Mais c'est que c'est pas très rassurant pour un club de Ligue 2 se dire, attends, lui, il vient quoi. Ah ouais, ils Il sont en pas en vitrine, hein, les garçons. Hein. Voilà, tout simplement. Mais bon, ça pour répondre à ta question, Colin, j'ai envie de dire, pourquoi pas lui, alors que les autres ont pris 50 pions, alors peut-être pas 50, mais pas loin, en 20 matchs. Puis on notera aussi le retour d'Ibrahim Sissoko dans l'effectif, après avoir purgé sa suspension. Et puis le retour des Copes aussi, qui pourra être très important à domicile, on le sait. Comme, Alors, juste Colin, juste sur Sissoko, quand même. Moi, c'est bien parce que c'est une force supplémentaire. Après, on l'a encore jamais vu avec Horneland et je me demande comment il va le faire jouer. Parce que c'est un profil assez différent de Stassin. Voilà, je dis pas que c'est impossible et qu'il va pas trouver une solution. Je dis juste que je suis curieux de voir comment il va utiliser Ibrahim Sissoko dans son projet de jeu à lui. Ça pourrait être intéressant en doublon avec Stassin, enfin en tout cas pour en sortie de banc, on le sait, comme Sissoko a été décisif en début de saison en sortie de banc, en tout cas plus que lorsqu'il est titulaire, avec un Stassin qui monte un peu en puissance. Ça peut vraiment être intéressant pour aider à aller chercher un score, alors que les Verts sont 16e pour rappel, donc premier relégable, avec 18 points au compteur. Ça serait peut-être même l'occasion, prenant les 3 points, de passer devant le Stade Rennais. Évidemment, on aura la réponse donc ce samedi à 21h. Et pour terminer. Alors attends, je me permets de rebondir sur ce que tu as dit. Pour moi, la meilleure des nouvelles, et c'est quelque chose qu'on laisse un petit peu trop parce que, comme ça, allez, j'ai enfoncé un peu une porte ouverte, mais le retour du public. Retour du public, pour moi, c'est essentiel. Notamment pour des joueurs qui sont relativement. C'est des joueurs moyens, quoi. C'est des joueurs moyens, et si tu veux, notamment avec le jeu d'Orland, mais pas que, parce qu'on a vu qu'avec Olivier Dalloglio, c'était déjà le cas, si tu veux faire quelque chose avec ces joueurs-là, faut qu'ils soient à 120%. Et pour qu'ils soient à 120%, faut que ça s'enflamme, et faut que tu aies Geoffroy Guichard derrière toi. Et je suis persuadé que cette atmosphère de merde, parce que ça fait toujours bizarre, des stades à moitié vides, contenant c'est bizarre, ouais. Ah ouais, franchement. Et je suis persuadé. Et puis au stade, je peux te dire que ça fait encore plus bizarre. Hein. C'est très ouais, parce que et les joueurs ils le ressentent automatiquement. Et je pense que ça nous coûte des points, ce genre de conneries. Donc après, voilà. C'est simplement un truc. Tu as dit un truc important, c'est que je pense qu'il y a aussi des façons de jouer qui rendent l'importance du public plus forte que d'autres.
Et ce jeu un peu dynamique dans le land avec beaucoup de courses, ça le public il adore. Et ça peut très vite t'enflammer un peu les copes et ça évite les phases un peu molles où finalement les champs retombent un peu, etc. Ouais, Donc ça, moi, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir le jeu en Hollande avec le stade plein. Après, j'ai pu comprendre que c'était pas pour très longtemps là, visiblement, parce que. Non, c'est une connerie. Ils se sont trompés. Oui. Encore Ah ouais. D'accord. Ils ont pas mis à jour le rapport et du coup ils se sont trompés. On a pris 50 000 euros d'amende, c'est tout. Moi, c'est tout. Ok. Voilà. Pas fermé sur deux. Et puis une première surtout pour Eric Horneland avec les 2 copes qui n'avaient toujours pas vécu vu qu'ils avaient été fermés pour tout le mois de janvier. Comme je le disais juste avant, du coup, on saura comment ça se passe seulement ce samedi. Difficile à pronostiquer la rencontre. Transition toute faite du coup pour finir cette émission en beauté avec nos traditionnels pronostics. Je vous laisse écouter celui de notre intervenant du jour et donc expert du Stade Rennais. Et pour le pronostic, je suis pas réputé comme étant très optimiste. Donc je vais dire 2-1 pour Saint-Etienne. J'ai peur qu'avec un Geoffroy Guichard qui retrouve ses copes et en fait je sais pas comment va se comporter Rennes à l'extérieur. J'arrive pas pour l'instant à voir Rennes gagner un match à l'extérieur en Ligue 1. C'est trop loin. Le dernier ça remonte à Metz je crois au mois d'avril ou de mai dernier. Donc voilà une défaite 2-1 et la preuve que Rennes aurait encore du boulot sur la planche pour la suite de la saison, même si évidemment on va quand même espérer, nous du côté de Rennes, une victoire pour vraiment respirer. Et donc une victoire 2-1 pour la SS selon notre expert du jour. Alors on s'est pas vu aussi optimiste tout à l'heure, en tout cas plutôt réservé quant au contenu du match. Romain, qu'est-ce que tu pronostiques pour ce week-end ? Écoute, moi je vais pronostiquer une victoire de Saint-Étienne parce que ça fait longtemps et puis parce que je pense que la réussite va peut-être tourner un petit peu et celle-là on va la provoquer avec le retour des copes, avec un Yervin Cardona et encore une fois faut pas en attendre plus que mesure, mais je trouve qu'il y a une histoire autour de ce mec qui est un petit peu du moins qui peut vraiment s'écrire et défier la logique. Donc pour moi, but de Cardona et but de Stassin, 2-0 pour Saint-Étienne. Déjà, tu crois en une victoire ? Oui, alors c'est le match un peu des inconnus. On ne sait pas ce qui va se passer à Rennes. On ne sait pas ce qui va se passer dans ce stade nouveau plein. Moi, je vais être positif. Stade plein, effectivement, le retour du fils prodigue à Geoffroy Guichard. Je vois une victoire, mais on prend toujours des buts, donc je ne vois pas une victoire sans prendre de buts. Je vais miser sur un 2-1 avec au moins un but de Cardona. C'est vrai, de mon côté, j'ai plutôt misé sur un match nul. Après, je suis pas le plus optimiste de nous tous. Donc je vous le rappelle, pour revenir un peu, donc pour une rencontre qui se jouera donc ce samedi 8 février à 21h05 dans un stade Geoffroy Guichard, gorgé d'à peu près donc 30 000 supporters, retour des 2 copes, à l'occasion donc de la 21e journée de Ligue 1, une rencontre qui sera diffusée sur DAZN. Messieurs, merci pour votre disponibilité, on espère une bonne rencontre ce samedi, en tout cas la prise des 3 points impératifs. Messieurs, je vous dis à la semaine prochaine, et puis surtout, allez les Verts. Allez les Verts et à bientôt. À bientôt. Bon match.